Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à On se livre. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, vraiment, là, je suis très, très heureuse que les Québécois et Québécoises vont pouvoir vous découvrir davantage. Tout à fait. Donc, merci Léa. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par un peu parler de notre positionnalité. Je pense que d'un point de vue féministe, c'est important. On en a parlé un peu au premier épisode. Moi, je suis d'origine malgache. Mon père est malgache, d'origine indienne. Et ma mère est blanche, donc québécoise. Donc, je suis mixte. Et Françoise n'est peut-être pas au courant, mais je sors un livre sur la mixité raciale dans les prochaines semaines. Donc, comment est-ce que ça peut amener une pensée frontalière? Comment est-ce que ça nous amène à penser le monde un peu différemment? Donc, voilà, Léa. Oui, ben en fait, moi je suis québécoise en fait, donc je parle français. Mon père et ma famille, je dirais, ouais, paternelle est peut-être issu plus d'une classe sociale ouvrière, je dirais. Et du côté de ma mère, ben, il y avait un petit peu plus une tendance à la bourgeoisie, donc on peut dire que je suis mixte sur le plan des classes sociales. Sinon, ben complètement québécoise, mais très intéressée par le féminisme décolonial, postcolonial, intersectionnel et amie depuis 15 ans avec Maïka. Donc, Maïka m'a fait beaucoup avancer sur ces questions-là, puis moi, je suis plus néophyte, moins connaissante que Maïka sur la question du féminisme décolonial notamment. Mais je suis vraiment très heureuse de pouvoir m'introduire avec vous à cette question-là plus précisément. Et oui, on s'est rencontrés d'ailleurs dans un projet de coopération internationale. J'imagine que vous auriez beaucoup à dire sur ce type de projet. Donc, pour les jeunes, on est allé passer 3 mois au Burkina Faso. Ça nous a beaucoup formés, je pense, à différents niveaux critiques. Donc, voilà. Donc, Françoise Vergès, je suis très contente de vous recevoir, une autrice féministe, décoloniale, française réunionnaise. Et j'avais envie de vous présenter par votre histoire parce que, bon, je pense que ça a une importance dans votre manière de voir le monde. J'ai l'impression que vous êtes un exemple vivant de ce qu'on pourrait appeler la créolisation. Vous êtes né à Paris, vous avez grandi à l'île de la Réunion et en Algérie. Votre père qui est né au Siam, qui était une information que Oh, vous avez. je n'ai pas grandi en Algérie, Oui, c'est en vrai, vous avez fait. passé la terminale. Voilà, Léon, on parce peut que quand on couper. dit grandi, on a l'impression qu'on a passé. En fait, j'ai Effectivement. passé mon année du bac et une autre année, mais ça a été des années très formatives, extrêmement importantes dans ma vie. Mais je ne Ouais. peux pas, on ne peut pas parler de grandir. Vous étiez Mon déjà pays, c'est la grandi. Réunion. C'est ça. Oui, Ouais. vous aviez même dit c'est là où vous allez vous ressourcer souvent parce que vous habitez une partie du temps en France, mais une partie du temps à La Réunion. Et ce que je trouve intéressant que j'ai appris, c'est en faisant la recherche pour aujourd'hui, c'est que votre père est né au Siam, donc la Thaïlande aujourd'hui, d'une mère vietnamienne, donc votre grand-mère, et d'un père français réunionnais, qui est devenu un grand politicien de la Réunion. Donc votre famille et votre mère aussi, votre père étaient des militants du Parti communiste français et à la Réunion. Et votre oncle Jacques a milité pour la libération de l'Algérie. Il a même obtenu la nationalité algérienne, a marié une Algérienne. Donc, vous avez fait donc votre terminale, c'est ça, vous avez terminé le bac français en Algérie. Donc, c'est ça, je pense que vous incarnez la créolité. Puis je me demandais comment est-ce que cette généalogie, votre parcours, votre positionnalité a pu influencer votre manière de voir le monde et ou de le critiquer. Pour moi, si vous voulez, ma naissance à Paris a très peu d'importance. J'ai aucun souvenir de ma petite Mhm. enfance. Ma vie commence à La Réunion et ma terre au sens de ce qui a formé mes goûts, mes paysages mentaux, c'est l'île de La Réunion. Et ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est vraiment de grandir, enfin, je veux dire, de passer mon enfance et mon adolescence avec des parents militants. Mm. Mais vraiment profondément militants, qui consacrent leur vie à la lutte anticoloniale, communiste, donc un communisme anticolonial du Sud qui n'a pas du tout à voir avec les communismes au Nord. Mon père est un des cofondateurs du Parti communiste réunionnais en 1959 et ma mère va rejoindre l'Union des femmes de la Réunion qui avait été créée avant la Deuxième Guerre mondiale.
Mm. Ce sont de grands lecteurs aussi, c'est des personnes que je vois tout le temps lire. Il y avait énormément de livres à la maison, mais aussi, donc, par exemple, très petite, je lis de la littérature russe, brésilienne, pas seulement française, c'est ça que je veux dire. Donc, il y Mhm. a pas je ne suis pas éduquée que par rapport à la France. Et comme ce sont aussi donc de grands médias, des journaux du monde communiste arrivent, donc des journaux qui arrivent de Chine, d'Union soviétique, mais aussi de Cuba, de Madagascar, d'Afrique du Sud, de l'île Maurice. Donc j'ai d'un côté une éducation scolaire tout à fait classique française, Mhm. c'est-à-dire l'histoire de France, la géographie de Mhm. France, enfin voilà, et une éducation, une autre éducation qui est à la fois le milieu familial, mais aussi le fait que mes parents nous emmenaient tout le temps partout où ils allaient, dans leurs meetings politiques, dans les rencontres que ma mère avait avec des femmes ou que mon père enfin avait, ce qui fait Mhm. que aussi pour moi une rencontre avec le peuple réunionnais et donc ça a été mon Mhm. école très tôt. Et évidemment, je n'ai pas tout analysé. J'avais pas tout analysé quand Vous j'avais saviez pas 8 que ça ans allait ou être une 11 ans, psychanalyse aujourd'hui. mais tout ça, ça a fait des sédiments et puis surtout, de toute façon, très tôt, j'ai vu ce que c'était que l'injustice et le racisme. Je n'avais pas besoin de lire ça dans les livres. J'ai tout Mhm. de suite Mais vu l'oppression. Donc ça a été absolument, voilà, ça fait partie de ma vie. J'ai Mhm. pas appris ça à l'école ni dans les livres. Ça fait partie de l'expérience que j'avais. mais Et quand on puis est en... surtout, beaucoup aussi la répression. J'ai aussi eu la répression contre mes parents, contre mon père, mais aussi contre des membres du PCR. Donc, Mhm. une, une observation de ce que c'est que l'État, Mhm. bien avant d'avoir lu des choses sur l'État, sur ce que c'est que l'État. C'est-à-dire de voir que l'État, c'est la répression. C'est la répression et que l'État, quand l'État veut réprimer, l'État va utiliser tous les outils, le tribunal, la police, les Mhm. médias, tout cela, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment. Moi, quand j'étais petite, il y avait mon nom qui était. Voilà, mon nom qui était sur des murs, si vous voulez. C'est-à-dire le nom que je portais Mhm. était sur mes murs, associé avec des termes comme assassin, criminel ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment c'est aussi, ben, j'ai vu la police arriver à 6 heures du matin pour faire pour fouiller la maison à la recherche de mon père. Donc, une expérience assez tôt de ce que c'est que l'État, de ce que c'est que la Oui, structure Et d'État. comment est-ce qu'on Bien réagit avant d'avoir justement? lu des livres sur l'État. Comment Oui, est-ce j'allais qu'on dire parce que réagit? Françoise a écrit le livre une théorie féministe de la violence, donc qui parle notamment de la violence de l'État. Ouais, mais Vas-y. c'est ça, mais tu sais, comment est-ce qu'on réagit justement quand on est enfant, puis même peut-être adolescente, à cette violence politique-là? Est-ce que c'est la colère déjà? Est-ce que c'est la conscience de l'oppression qui nous vient immédiatement? Alors, ce qu'il y a, ce que je pense qui m'a beaucoup aidé, c'est que mes parents nous expliquaient tout. Nous Mhm. disait pourquoi il va voir la police, pourquoi il est tout à fait possible qu'à 6 heures du matin, on soit réveillé par la police et que la police viendra chercher même dans nos chambres, nous sortira de nos lits, cherchera, renversera les matelas, cherchera. La première fois qu'ils sont venus, que la police est venue, ma mère nous avait expliqué il fallait pas les laisser seuls. Mon père n'était pas là, il y avait ma mère et les enfants, on était 4 enfants, qu'il fallait pas laisser la police seule dans des pièces parce qu'ils pouvaient planquer des choses et puis après accuser en disant tiens on a trouvé ça donc je sais pas moi, une arme ou je sais pas quoi. Donc Se faire je me dire ça souviens qu'avec enfant, ma sœur c'est on les a ça suivis dans marque. chaque pièce, on les regardait et puis quand ils attrapaient quelque chose on regardait s'ils mettaient pas quelque chose et ils étaient là ils disaient mais allez jouer tout ça on disait non on vous suit. Donc aussi une éducation c'est-à-dire, cette explication nous a permis de ne pas être justement on pourrait dire je sais pas traumatisés pour utiliser ce terme. Et quand vous utilisez le mot de colère, mais moi j'ai longtemps été très très en colère. J'ai Mhm. longtemps été très en colère, une colère, très grande colère. Mais est-ce que La pour faire colère le type de recherche que vous faites, c'est nécessaire ça vient d'une position de colère face à l'ordre du monde, face à la violence du monde? Je pense que ça vous rend Il y a féministe eu une finalement. partie de ça, oui. Il y a eu une partie de colère, et puis il y a une partie aussi de vouloir comprendre comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes Mhm. d'oppression,
Pas seulement, si vous voulez, justement, donc l'oppression pure de taper sur des gens ou la violence sexuelle et raciale, mais aussi ce qu'on peut appeler, je veux dire, la fabrique du consentement. Mhm. Ça m'a quand même intéressée assez tôt, quoi. Parce que, si vous voulez, moi, j'étais quand même persuadée, quand j'étais petite, et mais vraiment toute petite, j'étais persuadée que bah, la libération, c'était juste. Et de voir qu'il y avait des personnes qui étaient contre, j'avais besoin de comprendre, mais comment on peut être contre la libération? Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, et donc, Mm. très petite, ça m'a quand même travaillé. Et c'est pour Mm. ça que j'ai beaucoup travaillé ensuite sur les fabrications de consentement, c'est-à-dire, mais il y a l'esclavagisme, il dure 4 siècles, mais comment c'est possible que ça dure 4 siècles? Alors qu'il y a des oppositions, les esclavisés Mm. se battent tout de suite, et ben ça dure quand même aussi Mais longtemps. Donc, quels sont les mécanismes d'adhésion au fascisme, d'adhésion au virilisme, d'adhésion au Mhm. masculinisme? Enfin, mhm. et pas seulement avec des explications trop faciles, la soumission, tout ça. Non, non. Mhm. Quels sont aussi les bénéfices secondaires qu'on peut Mhm. tirer de l'accord, peut-être pas une adhésion, mais en tout cas de se soumettre à Mais l'ordre. ça, Mhm. Maïka, si Donc, tu me permets, là, je trouve ça vraiment intéressant. Avant de poser ma question sur la question, sur justement l'engagement féministe qui est venu plus tard, là, moi, c'est trop intéressant. J'aimerais quand même vous entendre sur ces mécanismes-là de la fabrication du consentement, puis de, de cette perpétuation du colonialisme et de l'esclavagisme que vous avez étudié. Est-ce que vous avez La des idées? colonisation de Oui, c'est l'esprit. ça. ben, c'est-à-dire que moi, je voyais que quand même à La Réunion, je veux dire, vous pouviez peut-être avoir quand même des terres, mais si vous étiez noir ou, enfin, si vous étiez non blanc, Mm. vous n'étiez pas égal aux Blancs. Je veux dire, ça se voyait. Il y avait encore des grandes propriétés. Il y a toujours, je veux dire, simplement, les grands propriétaires ont spéculé sur leurs terres, mais c'était visible. Je veux dire, les après-vies de l'esclavage étaient sous mes yeux. Il n'y avait pas tellement Mhm. besoin de comprendre. Et si vous voulez, ce que j'ai aussi, j'avais 11 ans et j'avais une amie, comme quand on en a à 11 ans, c'est-à-dire l'amie pour la vie. On faisait du judo ensemble, on était tout le temps ensemble, tout ça. Et c'était un moment où mon père était dans la clandestinité, il y avait énormément de répression. Et un jour, avant de savoir ce qui s'était passé, un jour, j'allais chez elle, j'étais reçue comme une enfant, comme une membre de la famille, je venais manger, tout ça, enfin, voilà. Et sa mère est venue au portail et m'a dit, tu ne peux pas rentrer et on ne veut plus te voir. Alors, ça m'a complètement, mais pourquoi? Sa mère qui m'embrassait avant, j'étais sa fille. Mm. Et en fait, la police était venue les voir, les parents, et leur avait dit, ça serait quand même mieux que votre fille ne fréquente plus la fille Vergès, et en faisant pression sur le père en disant, il était douanier, et vous pourriez ne pas toucher votre retraite, ou je ne me souviens plus exactement de la teneur des menaces, mais ça, il y a eu une menace. Donc effectivement, j'ai plus tellement vu mon ami après, et ça s'est passé deux ou trois autres fois. Donc il y avait même Mm. petite fille, donc il y avait ça. Il y Mhm. avait le fait qu'on était les enfants Vergès, donc les enfants du communiste. Et Mm. il y a eu des choses, par exemple, je sais pas, ma mère voulait nous emmener en vacances à l'île Maurice pour un peu, quand même, qu'on puisse un peu respirer, parce que même Vivre quand on votre était à la enfance. plage, on était suivis, il y avait 4 flics derrière nous, quoi, Ben assis sur voyons la plage. donc, C'est fou. c'est horrible. Et puis, ben, Mm. la préfecture a dit, ah non, non, vous pouvez pas emmener vos enfants, il faut l'autorisation du père. Tout ça. En fait, il y avait constamment oui, des manières de nous Contrôle. exclure oui, Mhm. de contrôle et de nous Mais exclure de l'enfance, quoi. il y a un De contrôle faire puis une qu'on est. violence qui était très directe. Donc, vous avez littéralement avec des policiers. Mais ce que j'aime dans le féminisme décolonial, puis là, on peut peut-être passer un peu comment vous avez théorisé Mhm. l'oppression puis la libération aussi, c'est que Mhm. le pouvoir, le colonialisme, ce n'est pas seulement une imposition directe. C'est pas seulement Oui, des gens qui, avec des matraques, vous dirigent. C'est, que vous parliez tout à l'heure de ce que j'appelle la colonisation de l'esprit, mais la fabrique du consentement. Donc, comment mhm. est-ce que vous voyez le colonialisme ou le patriarcat colonial ou le, Mm. le capitalisme racial, en tout cas, aujourd'hui, fonctionner Ah bah par des aujourd'hui, il moyens, fonctionne par exemple.
moi, je dirais qu'on assiste aujourd'hui à une contre-révolution globale qui est une réponse du patriarcat et du capitalisme racial à les incroyables avancées de mouvements, que ce soit par exemple les femmes au Mexique ou en Argentine pour le droit à l'avortement, des immenses manifestations, les communautés autochtones, bon, pour appeler ainsi, qui se Mhm, battent pour la terre, pour l'eau, mhm, qui réclament des réparations, la demande de retour de l'art volé, la présence des trans, se battre contre la transphobie, la queerphobie, la lesbophobie, tout ça. Donc, si vous voulez, c'est que moi, je sais pas, moi, j'ai comme une image où il y a le patriarche capitaliste en haut de la table et à gauche, il y a sa fille qui a décidé d'être queer, à sa droite, son fils ou sa fille est trans, puis là, il y a la bonne, comme on dit, indigène qui lui répond, il y a tout ça. Enfin, il est Ah, là, c'est son presque monde s'effondre. Elon Son monde Musk, est en là, train de rendu là. C'est Elon s'effondrer. Musk, ça, là. Je ne sais pas si vous avez Voilà, suivi voilà. le dernier Et, phrase. et alors, il est furieux et il frappe aveuglément. Là, je veux dire, on voit, je sais pas moi, les, mhm, les- les attaques contre le droit à l'avortement, je veux dire, on est en 2024. Enfin, on voit qu'il y a une rage et puis le retrait de droits sociaux de plus en plus. Je veux dire, mhm, par exemple, si on prend la France, la question de la retraite, tout ça, enfin, on voit que le moment comme ça, c'est déjà trop. C'est Mhm. déjà mhm, trop. Donc, il y a de nouveau une fabrique d'une grande précarité, d'une grande vulnérabilité à la mort prématurée. La catastrophe climatique est quand même incroyable. Elle sait pas demain, c'est là avec nous. Aucun dirigeant ne fait quoi que ce soit. Enfin, on sent mhm. une rage. Oui, c'est dans le système, c'est Ouais, dans le fonctionnement D'Elon même de ben, Musk, le l'ordre de du système. monde. Mais vous parliez justement, d'Elon Musk, en fait, tous ouais. ces milliardaires ont un pouvoir quand même stupéfiant. Je veux dire, ils Mhm, sont pas, c'est pas des élus, non, rien. Et ils sont là je dirais, c'est eux qui décident parfois sur des questions de mhm, santé, des questions. On est vraiment. Donc, cette contre-révolution globale se fait à la fois par des retours de partis d'extrême droite qui gagnent aux élections, et puis par beaucoup de répression, mhm, beaucoup de racisme, vraiment de racisme structurel contre les migrantes et les migrants, mhm, contre les musulmans. Enfin, l'islamophobie est mhm. un point absolument incroyable. Tout Ouais. ça dans un monde où il y a le génocide à Gaza, la guerre au Soudan, la guerre en Ukraine. Enfin, on est quand même. Et donc, je vois ça comme vraiment pour moi, c'est des effets d'une contre-révolution globale pour écraser Mhm, toute aspiration à la liberté et à la paix, et non pas à la guerre ou au cessez-le-feu tel que les forces le prévoient. Donc, mhm, euh, oui, de comment dire, de punir les femmes, comme on a Mhm. vu en Inde, enfin, ou ce qui se passe aussi au nord du Mexique. Enfin, on mhm. sent quand même une, vraiment un désir de remettre l'ordre racial, masculiniste, capitaliste, Tout à de fait. le Puis, réaffirmer. mais aussi, tu sais, c'est drôle. En fait, quand on observe les hommes les plus riches de la planète, ce sont des hommes d'abord. Et oui, c'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, c'est la Silicon Valley, c'est Peter Thiel. Et ce sont tous des hommes qui adhèrent maintenant à la Blanc. alt-right, à la Mhm, droite alternative, et qui sont dans leurs propos anti-droits humains, donc qui vraiment réitèrent un racisme exacerbé sur leur plateforme et qui laissent ces propos haineux advenir, sexisme, racisme, etc. Donc, en tout cas, on est vraiment, je trouve ça intéressant, la notion de contre-révolution, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est le discours dominant qui a gagné, et par mhm, la force économique et la force symbolique médiatique. Ils ont toutes les plateformes, ils sont propriétaires. Et, bien Tu sais, sûr, alors, mais il y a Elon Musk, Bezos, etc. Mais vous savez, ça se passe aussi en Inde. Il y a mhm, je veux dire, il faut qu'on voit, il y a une oligarchie, on pourrait dire, globale. Alors, évidemment, les plus riches sont encore des blancs, c'est des hommes blancs encore. mhm. Mais il y a par exemple des milliardaires qui imposent leur politique en Inde Ah oui. mhm, avec le pouvoir du BJP. On a vu le passage de Bolsonaro au Brésil, Ah, la ouais. catastrophe. ouais. On voit Javier Milei
au pouvoir en Argentine, c'est une catastrophe. Mhm. Donc, on voit effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire les libertariens alliés avec peut-être même des capitalistes qui ne sont pas nécessairement des libertariens, mais du moment qu'on écrase les ouvrières et les ouvriers, c'est bon, hein. Bon, voilà, si on peut retirer du profit. Donc oui, on sent euh, qu'il y a une crise du capitalisme et du racisme, et que Mhm. donc la réponse est une réponse violente de réaffirmer par la force beaucoup, hein, beaucoup par la Mhm. force quand même, beaucoup. Et puis, pour ce Effectivement. qui est du côté un consentement non répressif, encore qu'il y a beaucoup, là je pense qu'on est dans un moment Mhm. d'extrême criminalisation de toute forme de dissent. Mhm. C'est quand même Ouais, j'ai travaillé effrayant, un il y a peu sur de... les mouvements féministes de syndicalistes au Bangladesh, par exemple, des femmes qui se mettent ensemble pour demander plus de droits. Il y avait Mhm. l'histoire de la campagne des Spice Girls avec le chandail Girl Power. Ça a fait une campagne, elle a donné les fonds à une ONG pour faire des projets d'empowerment des femmes. Non, les femmes, je pense au Bangladesh, se sont levées pour dire c'est nous qu'on les produit, ces chandails, à 35 sous de l'heure, alors qu'ils sont vendus 35 dollars. Là, c'est de voir aussi, puis là, je tombe un peu, je vais tomber dans vos exemples de féminisme décoloniaux ou de Oui. féminisme de politique décoloniale, comme vous le dites. Puis j'aime beaucoup vous parler de la décolonisation. Vous dites si je ne me trompe pas, c'est dans le programme de désordre absolu, décoloniser le musée. Vous dites vouloir l'abolition de ce monde ne veut pas dire vouloir la fin Ouais, du monde, mais désirer un monde non, habitable et respirable. Et là, oui, vous parlez, oui, je oui, oui. voudrais vous entendre sur ce serait quoi les institutions décoloniales féministes antiracistes. C'est quoi, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment dans les expériences de lutte contre ce système? Je veux dire, toutes ces luttes, justement, toutes ces luttes qui sont pour rendre le monde respirable et habitable à nouveau. Je veux dire, le monde, il est inhabitable et irrespirable pour des milliards de personnes, des Mm. milliards de personnes. Et donc, et c'est une politique voulue, je veux dire, parce que Mhm. pour moi, notamment après, il y a eu le Covid et on sait qu'il a frappé, le taux de mortalité il était le plus élevé dans les communautés autochtones, noires et pauvres, quoi. Je veux dire, c'était donc Mhm. déjà, ça touchait les poumons, ça touchait la question de la respiration, et c'était évidemment Mhm. le taux de mortalité qui augmentait parce que les personnes avaient déjà du diabète, de l'hypertension. Et pourquoi elles avaient ces maladies? Parce qu'elles étaient non blanches et pauvres. Donc, on Ah, voyait, si vous voulez, alors que des le gens fait que disaient le virus est l'abandon des invisible services aux publics, inégalités. oui, Pardon. l'abandon de la santé publique, tout ça. Là-dessus, je lis qu'il il y a plus de morts par an à cause de l'air pollué que Mhm. de toute autre cause. C'est-à-dire, c'est pas la faim, la guerre. Alors là, je me dis, il faut que je comprenne Mhm. ce qui est dit là. Donc, je me mets à lire énormément d'articles médicaux ou même d'articles scientifiques sur cette question. Et il est vrai que de plus en plus de personnes vont mourir de l'air. Donc, l'air, l'air, mais Mhm. si on ne peut pas respirer, on meurt. Il y a pas, je veux dire, et Mhm. donc, et cet air pollué, c'est pas un phénomène naturel, si, je veux dire, c'est un phénomène produit par l'agrobusiness, Mhm. l'industrie du bétail, les industries chimiques, tout ça. Et donc de rendre le monde inhabitable pour des milliards de personnes. Des milliards de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable Mhm. tous les jours, c'est exceptionnel. Donc là, ça pose vraiment une question d'empoisonnement de Mhm. la planète, Mhm. Mhm. d'empoisonnement des corps, des terres et des eaux, quoi, les lacs, les rivières, les océans et les mers. Donc, je veux dire, c'est vraiment un monde, c'est pas une métaphore de dire que le monde C'est est ça. Mhm. C'est ça. Puis souvent, les gens littéralement. vont dire, on utilise le terme décolonial comme une métaphore, mais en fait, non. En fait, le monde en ce moment est à un tel niveau de violence hérité de la colonisation et une colonialité du pouvoir ambiante qui est assez imposante. Léa, tu voulais... Oui, non, je voulais juste ajouter quelque chose, en fait, pour nos étudiants et étudiantes qui vont nous écouter, mais pas que, et pour le grand public en général, quand on demande aux gens d'ici s'ils connaissent le féminisme décolonial, j'avoue que la plupart ne savent pas de quoi il est question. Donc, si vous me permettez, Maïka et Françoise, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que le féminisme décolonial, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, alors il y a eu, enfin, comme on peut le constater, un retour de la notion de décolonisation, avec justement le sentiment que
les décolonisations des années 50-60 qui ont été extrêmement importantes, hein, c'est-à-dire de retrouver la terre colonisée, de reconstruire sa propre nation, ont été une étape vers une libération, mais que ça ne s'est pas encore accompli parce que le Nord a réagi rapidement pour empêcher tout développement différents. Il y a eu quand même beaucoup de tentatives et elles ont été écrasées les unes après les autres. Donc on voit que la décolonisation n'a pas eu lieu, elle est toujours à faire, elle est encore à faire. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et la décolonisation, pour moi, c'est vraiment, comme le disait Erika, c'est l'abolition de ce monde, du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire du monde, ça ne veut pas dire la disparition de l'espace humain et des espèces non humaines et de la planète. Donc, dans ce processus de décolonisation, dans ce nouvel élan, hein, puisque c'est quand même, on le voit partout, il y a une compréhension que la colonisation de peuplement a été aussi à la source. Alors là, pour le Canada, là, c'est vraiment un cas assez clair Bien sûr, ouais. d'un pays qui se dit démocratie et qui s'est construit sur le génocide, le nettoyage ethnique, le vol des terres, enfin, et qui se dit démocratie en même temps. Donc, Et comment bienveillant peut-on... Et on a encore la loi sur les Indiens qui porte ce nom spécifiquement. Tu sais, ce terme-là déjà est Oui, problématique et et la loi extrêmement spécifiquement patriarcal. est encore assez raciste. Merci, là, oui. C'est oui, récent oui. aussi que Donc, on la loi voit... sur les Indiens n'enlève pas le statut aux femmes indiennes dès qu'elles se marient avec un homme blanc. Donc, il y avait vraiment un patriarcat intégré dans la loi sur les Oui, Indiens. oui. Donc, on voit que ces démocraties qui se disent Mhm. démocraties et qui sont vraiment aujourd'hui encore plus associées au monde libre que la vieille Europe, hein, notamment les États-Unis évidemment, mais aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est-à-dire ces démocraties qui se construisent après les empires coloniaux, on peut dire après les grands empires coloniaux européens, se construisent sur des nettoyages ethniques, des génocides, de la dépossession, du vol d'auteur, enfin du vol de l'art, qui vont finir dans leurs musées. Donc, on sent aujourd'hui beaucoup plus compréhension de comment la colonisation de peuplement est au cœur de la destruction du monde, hein, de cette Mhm. forme de colonisation, parce que bon, c'est partout, hein. Par exemple, en Kanaki aujourd'hui, c'est la question. Donc, d'une part, il y a ça, et donc et de voir que cette colonisation, elle enlève toutes les sources de vie, de conditions de vie possibles à l'espèce humaine et à des tas d'espèces non humaines, mais Mhm. vraiment des conditions de vie. C'est-à-dire, c'est pas simplement, je sais pas, accomplir son rêve, c'est carrément pouvoir respirer, manger et se laver. Mhm. Donc, Mhm. dans cet esprit de décolonisation, qu'est-ce que les féminismes pourraient, qu'est-ce que le féminisme apporte, enfin, comment le féminisme contribue, un féminisme contribue à cette décolonisation du monde, Mhm. à cette, à cette lutte pour pour rendre le monde de nouveau habitable et respirable. Et c'est C'est ça, là puis vous que parlez. ma Pardon, ben contribution, c'était de dire j'allais. qu'il peut y avoir un féminisme décolonial. C'est-à-dire un féminisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement décoloniser le féminisme, bon, ça c'est de voir en quoi un féminisme repose sur d'autres choses que simplement, par exemple, les droits des femmes, l'égalité avec les hommes d'aujourd'hui, mais moi je ne cherche pas à être d'égalité avec Elon Musk, quoi. Je n'en veux pas, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils sont, je veux dire, un féminisme qui vraiment lutte pour la libération de toutes et de tous, Mhm. mais en partant de situations des femmes les plus opprimées. Et Mhm. c'est pour ça que le livre commençait avec Qui nettoie le monde? C'est-à-dire en dehors de la question domestique du travail qui n'est pas partagée, des hommes qui ne font pas la vaisselle, c'était de dire qu'aucune société aujourd'hui ne fonctionnerait si ce n'était pas grâce au travail de ces femmes. Et c'est pas seulement au nord, hein, même dans les bourgeoisies du sud. Mhm. C'est-à-dire aucune banque n'ouvrirait, aucune école, aucune université, aucune pharmacie, enfin rien, aucun hôpital, si des femmes n'avaient pas nettoyé ces espaces très tôt le matin ou tard le soir. Et ces femmes sont en très grande majorité racisées, en très grande partout, Exactement. hein. Ça veut dire que Mhm. les Philippinas en Malaisie, ben, elles vont être Ouais, racialisées. tout à fait. Ben justement, Donc j'aime beaucoup c'était parti de l'image là. dans mes Et cours. donc ce féminisme-là partait de la question de la dépossession, de l'exploitation, des formes d'exploitation de travail et aussi de la violence sexuelle, puisque le travail de nettoyage est une des industries où la violence sexuelle est une des plus élevées, quoi, parce que justement les femmes sont isolées et précarisées. Donc ce féminisme décolonial, enfin, celui que je défends, hein, mais celui que je défends, c'est celui qui veut contribuer à la décolonisation du monde.
Mhm. en faisant, pas simplement en disant n'oubliez pas les femmes et le droit, Mhm. non. En quoi, je veux dire, quel est le travail des femmes et comment ça peut changer? Par exemple, dans un monde Mhm. post-raciste, qu'est-ce que ça voudra dire nettoyer? Bon, puisque ça Mhm. aura pu reposer sur l'exploitation des femmes racisées ou non racisées, après tout. Mhm. Mais donc, c'est aussi un féministe décolonial qui essaye de voir non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça serait un monde post-raciste, post-patriarcal, post-capitaliste. Mhm. Poser les Mhm. questions et donc dans un livre qui va paraître, mais cette fois-ci directement en anglais, ça s'appelle traduction, pose cette question de pas simplement donc de s'opposer Mhm. à ce qu'il y a, mais de recommencer un travail qui a été beaucoup fait au cours des siècles et dans plusieurs endroits du monde, hein, pas seulement en Mhm. Europe, de poser une utopie émancipatrice. Hein, vers quand on va, Mhm. Mais justement, donc là, Mais vous donc, allez publier un livre, là. Donc, si je comprends bien, on va l'avoir au Canada aussi, ce livre-là? enfin, je pense, enfin, ça va c'est Goldsmith Press et ça va être distribué par MIT. OK, en Wow. Donc, anglais? ça devrait paraître au début de l'année prochaine, je pense, parce que donc c'est sur la question, oui, c'est sur cette question et comment la division coloniale raciale qui se fait entre propre et sale, entre Mhm. malodorant et inodore, et que le monde blanc bourgeois se veut propre et inodore, et opposé donc à un monde qui sent et qui ne serait pas propre, tout en exigeant des personnes qui vivent dans ce monde-là de venir nettoyer le monde blanc propre et inodore. Donc C'est comment intéressant, vous parlez et beaucoup puis des alors sens. On parlait tantôt de monde respirable, là, vous parlez de l'odeur. Donc, je pense que c'est intéressant dans un féminisme oui, la intersectionnel, manière donc décolonial. par exemple la manière de décrire les peuples Mhm. indigènes qui seraient pas propres, qui sentent, enfin, je Mhm. veux dire, tout un racisme olfactif, tout un racisme, Mhm. je dirais, et qui est lié à l'idée bourgeoise patriarcale du propre, de ce qui serait Mhm. propre, de ce qui serait inodore. Donc Mais voilà, donc c'est continuer, si vous voulez, sur quels sont les champs qu'on doit explorer en tant que féministe décoloniale, quels sont les champs qu'on doit explorer pour effectivement aussi ouvrir Mhm. des horizons émancipateurs. ouais, Vous puis, êtes très productive, donc justement, là, on parle d'un livre qui est à paraître, mais bon, là, on voit évidemment très mal dans la caméra, et pour ceux j'adore qui nous ça, écoutent, vous Maïka, ne t'as le voyez pas, support à livre tout le temps, je là. suis une boomer. Donc, le dernier livre que vous avez publié, il s'appelle Programme de désordre absolu, à moins que vous en ayez publié un autre après ça, mais je pense que c'est le dernier. Le sous-titre Décoloniser les musées. Puis c'est une question qui m'intéresse beaucoup depuis quelques temps. Il y a environ 90% du patrimoine historique culturel d'Afrique subsaharienne qui se retrouve dans des établissements occidentaux. 90% du patrimoine culturel, selon un rapport là, qui avait été commandé par le gouvernement français en 2018. La France possède environ 7000 objets appartenant, par exemple, au Mali, 3000 au Bénin, 9000 au Tchad, donc 7800 à Madagascar. Donc, des objets qui ont été volés durant la colonisation, mais pas que après aussi, jusqu'à aujourd'hui, et qui n'ont jamais été restitués. Donc, votre thèse, c'est que, évidemment, c'est une pratique coloniale. Les musées sont coloniaux. La question, c'est savoir, bon, vous dites, on ne peut pas décoloniser le musée, puis là, vous parlez d'un post-musée. Ce serait quoi le post-musée? Comment est-ce qu'on réglerait ce problème-là? Est-ce que c'est de Oui. renvoyer tous les objets? Qu'est-ce que ce serait le post-musée? Oh, ben, renvoyer tous les objets, ça dépend si les communautés veulent les objets déjà, parce qu'il y a un côté, si vous voulez, renvoyer Hmm. tous les objets seront pas renvoyés. Il y a 8 millions d'objets au British Museum, personne n'en veut. Je veux dire, il y a aussi un côté Hmm. où les C'est musées intéressant. occidentaux ont accumulé, accumulé, accumulé. Je veux dire, il faut qu'il y ait tous les papillons du monde, tous les coquillages du monde, tous les masques africains du continent. Je veux dire, c'était une espèce de folie d'accumulation, hein, vraiment. Quand on visite les réserves, on a le vertige, quoi. Je veux dire, et quand on voit, moi qui visite énormément tous les musées partout où je vais, mais dans n'importe quelle petite ville d'Europe, vous allez quand même trouver de l'art africain, asiatique, alors que vous ne trouverez jamais l'équivalent dans un musée du Sud. Vous allez même dans le grand musée, je veux dire, il y a des villes, Mexico City, Hmm. Lima, Johannesburg, ils ont des grands musées. Vous Hmm. n'allez pas trouver des vêtements folkloriques de Bavière. Vous n'allez pas trouver, Ah non. je sais pas, moi, du fromage suisse. Enfin, je veux dire, non.
Donc, Mm. le musée occidental, qui est essentiellement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, il se dit universel, mais universel au sens avoir absolument voulu ramener toute la planète dans un seul lieu. Donc, on va trouver l'Antiquité grecque, les statues romaines, enfin, ça donne le vertige. Donc, si C'est les l'argument de peuples et les États l'universalité demandent, qui fait qu'on refuse de ouais, redonner les objets. il faut On qu'il y dit, ait ben, tout. Il faut qu'il y ait tout pour qu'on puisse étudier. Et puis aussi, l'Europe va se présenter au 19e siècle, elle se présente d'ailleurs toujours, comme la seule capable de préserver de l'héritage et du patrimoine. Ces gens-là ne savent pas. c'est Si prétentieux. on avait laissé les choses là-bas, elles seraient perdues. Bon, donc ce Mm. sentiment qui est très lié au patriarcat, c'est-à-dire à l'héritage. Vous voyez, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et puis l'héritage descend tout le temps, donc ça reste Mm. dans la famille. Ça reste dans la famille, dans la Ouais. propriété privée. Donc il y a aussi une conception très patriarcale de l'héritage et de la propriété privée. Donc, Mm. rendre, si les peuples demandent et les communautés demandent, oui, mais je veux dire, déjà, en général, le Nord est totalement hypocrite parce que très peu d'Africains ou même d'Asiatiques ont accès à ces collections. Déjà, Mm. pour que les visas, c'est vraiment au compte-gouttes pour arriver en Europe. Donc, beaucoup d'Africains, de communautés de peuples, chercheurs ou artistes ou activistes n'ont pas accès à ces Mm. collections. Et puis, est-ce que l'accès est libre aux collections, puis aux documents, puis aux archives qui vont permettre de, aussi de comprendre de comment s'est formée la collection? Pas du tout. On sait bien, par exemple, au British Museum, il y a des objets qui ont été volés pendant plusieurs mois, personne ne s'en rendit compte, tellement il y en avait, et tellement il n'y a pas de Mm. travail qui est fait. Et Mm. j'avais C'est ça, des il y en a qui sont amis entreposés, d'Indonésie. ils sont pas tous dans le. Voilà, ça a été accumulé. Et j'ai des amis indonésiens qui me disaient qu'ils étaient allés au Quai Branly et qui voyaient qu'il y avait des objets qui étaient en plus mal indexés, quoi. Quand c'était tel. Alors, eux, ils regardaient, ils disaient, mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas venir de là-bas, ça. Eux, ils le voyaient. Mais ça avait été ramené en 1800, je sais pas quoi, au 1900, un truc, par quelqu'un, puis c'est mis là, puis vous avez une petite étiquette. Ça voudrait. En fait, il y a un énorme travail qui serait à faire pour Mm. vraiment avoir une vraie connaissance des collections européennes. Ça va pas, je veux dire, donc ça, si vous voulez, pour moi, ma position elle est très claire sur la question des retours. Il y a une demande, on Mm. doit y répondre, quoi que fasse la communauté en question. Si elle veut vendre Mm. ensuite l'objet, si elle veut le mettre je ne sais C'est ça. où, ça regarde cette Mhm. communauté. Si elle veut le mettre pas dans un musée, mais dans un... Ça, c'est... Je veux dire, vous me volez un objet et en plus, quand vous me le rendez, vous me dites, ah mais je vous le Vous rends me à dites c'est ça. condition que cet objet soit dans votre salon. Non, mais moi, si j'ai envie d'en mettre, je sais pas, je fais, je veux Mhm. dire, c'est quand même incroyable que le voleur impose. Donc ça, c'est pour ça. Le post-musée, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait Mm. autre chose. C'est-à-dire, dans les musées tels qu'ils sont, qu'il y ait des luttes pour la justice sociale, raciale, de genre, que les femmes de ménage ne soient pas exploitées dans le musée, que les gardes ne Mm. soient pas exploités Mm. et sous-payés, que les personnes qui... Si vous avez une exposition sur le féminisme radical formidable, il y aura une femme qui a nettoyé la Ouais, galerie le c'est ça. matin, hein, parce que sinon il n'y a pas C'est ça. d'exposition de féminisme radical. Donc, de voir aussi le musée comme un espace social total, hein, avec ses Mm. hiérarchies. Et puis, quelle est la formation des curatrices, des curateurs, des historiens de l'art. Tout ça, c'est OK. Mhm. Mais le post-musée, c'est complètement sortir de ça et de se Mhm. dire, déjà de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on veut conserver et qu'est-ce que c'est que la conservation? La Mm. conservation, telle que l'a conçue l'Occident, c'est on garde pour les siècles à venir, on garde et on conserve. C'est souvent très toxique parce que pour avoir conservé des choses en cuir ou en bois, ou en autre, ben, il a fallu injecter des trucs chimiques, hein. Donc il y a beaucoup d'objets qui sont vraiment toxiques, hein. Il faut Mm. les toucher, les manier avec précaution. Et puis, c'est cette idée de conservation un peu patriarcale. Vous savez, depuis la nuit des temps, le grand-père, là, il faut qu'on garde les choses de génération en génération. On Mm. peut se poser la question. Il y a des cultures qui enterrent les objets après qu'ils aient servi, qui s'en Ah. débarrassent. Donc, cette idée aussi De de garder garder. à tout temps. Ensuite, le musée, c'est l'objet mort. Une fois que l'objet il Mm. est entré dans le musée, il est mort. Je dis très souvent pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, c'est que, c'est-à-dire, vous êtes catholique, vous rentrez dans le musée, vous ne pouvez pas vous mettre à prier devant la Vierge Marie et le petit Jésus. On vous fiche dehors. Vous n'allez pas apporter des fleurs, vous n'allez pas apporter des Mm. offrandes à une Mhm. déesse de la mythologie hindoue.
c'est-à-dire ce que serait cet objet. Il y a des jouets qui ont été pris dans les tombes égyptiennes. C'est délirant, je veux dire, c'est des Mhm. cimetières, c'est de vastes cimetières. Donc, Mhm. ça serait se poser la question, ce post-musée, on veut quoi? On veut de nouveau reproduire ça, l'objet mort, l'objet Mhm. désinvesti totalement de son espace affectif, culturel, social. Je pense que c'est une question. Puis vous Moi dites, aussi, vous il parlez y a une autre question, pardon, du l'architecture. musée comme champ de Est-ce qu'on bataille. veut, voilà, est-ce qu'on veut la même architecture, c'est-à-dire ces grands machins Mhm. imposants, faits par une architecte star, etc., où les gens parlent comme ça, il Ouais. faut faire attention. Bon, voilà, il y a toute une espèce de lieu sacré, de temple sacré du beau, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, se Mhm. poser ces questions en tenant compte justement du désastre climatique qui va menacer les musées, qui va menacer Mhm. les musées. Les Mais parlant du inondations, les désastre grandes climatique, sécheresses. je pense que Léa avait une question à ce propos-là sur le Euh, musée comme champ de Sur bataille. la conservation, ça pose Ah oui, la oui, mais question. en Il y a, fait, il y a non, des... non, mais c'est sûr que on se rappelle en 2022, tu sais, il y a eu les deux jeunes militantes qui ont jeté de la soupe aux tomates, je pense, Mhm. sur les tournesols de Van Gogh. Il y a Oui. à la National Gallery de Londres, il y a aussi des activistes écologiques qui ont lancé de la purée sur les meules de Claude Oui, Monet oui. dans un musée Parce que allemand. Donc, les musées sont soutenus par de grandes corporations pétrolières ou Mhm. d'extraction, c'est-à-dire sont complices de la destruction de la planète, tout en disant mais nous c'est le beau et la méditation, mais sauf que ça repose là-dessus. Et ensuite il y a une criminalisation puisque ces deux jeunes femmes qui avaient jeté en fait sur la vitrine, hein, ça n'a jamais oui, abîmé oui, oui. le tableau de Mhm. Van Gogh, elles sont condamnées à une prison ferme. Donc C'est on fou. voit, si vous voulez, Ah le ouais. musée doit rester totalement sacré, un endroit sacré, alors que c'est une institution publique. Publique. Moi, je ne Mhm. parle pas des musées privés, c'est encore autre chose. Et encore, on pourrait se Mhm. demander d'où vient l'argent, hein, parce que Mhm. c'est encore des milliardaires dont vous parliez précédemment. Donc le post-musée, c'est vraiment se remettre à la hauteur de ce qu'un groupe, une communauté, un peuple désire préserver, transmettre. Mhm. Mhm. Comment, pourquoi, de quelle manière? Dans quelle architecture? Ça peut être après tout, on peut se dire par exemple dans une communauté, ça peut être dans plusieurs salons de maison et puis ça tourne après. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un... Donc on peut se poser, qu'est-ce qu'on veut conserver? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut... et ça veut dire quoi? Alors on peut dire, oui, mais la conservation peut servir aussi à la science, c'est-à-dire étudier les plantes, étudier les cadavres, tout ça. Mhm. Bon, oui, mais dans quel respect, dans quelle manière de se faire et comment ce savoir revient ensuite aux communautés ou est-ce qu'elles sont préservées pour un monde scientifique? Il y a Mhm. énormément de questions à se poser et pour moi, c'est ça aujourd'hui, dans le contexte de catastrophes climatiques, de guerre, de retour de fascisme et d'extrême droite, c'est vraiment de penser à d'autres modèles de Mhm. transmission, de conservation et de préservation. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses. J'ai visité des endroits qui s'approchent, qui essayent, des Oui. communautés qui essayent de faire autre chose que le modèle occidental. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, dans la situation, et avec tout ce qu'on sait, tout ce que nous ont apporté les visual culture, les cultural studies, Mhm. post-colonial, feminist studies, queer studies, etc., etc., il est temps qu'on puisse quand même imaginer autre chose que de rester dans un modèle qui est né en Europe au XVIIIe siècle et dont le prestige repose sur le pillage du XIXe siècle, les pillages du Mhm. XIXe siècle. Puis J'aime ça même, parce que là, vous utilisez le Euh, musée comme objet, mais à travers toute votre littérature, puis je pense que vous incarnez dans comment vous parlez de ce féminisme décolonial ou un féminisme de politique décoloniale qui serait, dans le terme analytique, là, qui parlerait des liens entre la situation coloniale, mais la racialisation aussi, la misogynie, le mépris de classe, la crise climatique, donc tout ça qui est comme imbriqué. Puis donc, plus on comprend le monde comme ça, plus on vise à le changer, à faire advenir un nouveau monde. Léa? oui, non, mais en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi à travers tout ça, c'est la démarche d'écriture. Parce Mm. que dans votre thèse de doctorat, Monster and Revolutionaries, je pense que c'était le titre, qui est paru dans Duke University Press en 1999. Justement, vous faisiez le lien, la description entre le lien complexe entre colonisateurs et colonisés à l'île de la Réunion. C'était marquant, mais aussi à travers tout ça, il y a quand même un apport de votre histoire personnelle dans vos recherches aussi à travers cette Mm. thématique-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de raconter les affects, de raconter justement ce rapport intime?
ces Léa et moi, on fait dominations. beaucoup ça dans nos recherches, puis Oui, on c'est essaie de ça. se Puis, demander, Ben, on essaie, ça commence souvent par une question pour moi, mais pourquoi c'est comme ça? Mm. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et ça me tenaille, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et parce que aussi, j'ai besoin de mieux comprendre pour avoir les meilleurs arguments. ah ben ouais, C'est-à-dire que je suis toujours, on pense pareil j'ai alors. quand même grandi, on peut dire, dans l'adversité, quoi. J'avais besoin Mhm. d'expliquer, j'avais besoin de devenir une bonne avocate, si on peut dire, et donc d'affiner tout le temps mes arguments, d'être rigoureuse, de prendre au sérieux l'adversaire en face et de me dire, bon, bah, je vais quand même. Et puis d'avoir toujours, toujours en tête le fait que la liberté est possible. Donc, Mm. la lutte Mm. pour la liberté, elle est tout le temps possible. Donc, ces deux choses, comprendre les mécanismes, comment se font, et de toujours célébrer la possibilité et les combats pour la liberté, et cette possibilité toujours, toujours, et qui ne s'éteint pas. Moi, Mm. c'est, alors, une chose aussi pour vous dire, c'est que je suis très bouleversée, enfin très bouleversée au sens admirative, du fait que chaque jour, quelque part dans le monde, à plusieurs endroits du monde, il y a des personnes qui luttent et que Mm. ça ne s'arrête pas, quelle que soit la dictature, les régimes autoritaires, les régimes libéraux. Il y a, et cette force, cette, qui prend des formes différentes, qui va s'exprimer dans des chants, dans des poèmes, je trouve ça bouleversant, Mm. Mhm. Dans le vraiment bon sens bouleversant. du terme. Est-ce que vous Oui, gardez oui. espoir, donc? Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout ça? Ah, moi, j'ai jamais été ni optimiste ni pessimiste. Je Ah, pense OK. que j'ai toujours été. Réaliste? Je pense que je, je, euh, je pense que peut-être que ce que j'ai, je pourrais dire, je crois que la vie, elle est forte. Mm. Mm. Le désir de vie est fort et le désir de liberté est fort et il est jamais abattu. C'est ce qui me quand je dis que ça bouleverse, c'est de voir parfois dans le plus sombre de régime qu'il y a toujours des personnes qui se lèvent qui s'organisent pour qu'il y ait de la liberté. Je trouve ça extrêmement bouleversant Mhm. parce qu'en face, les ennemis n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas à frapper et tout ça. Donc, c'est c'est quelque chose de très, euh, quand je dis bouleversant, pour moi, parfois, je suis très émue, mais Mhm. vraiment profondément émue Mm. par, euh, par ça. Je suis émue quand je vois, je sais pas, quand il y a eu cette jeune femme atrocement violée et assassinée en Inde, Mm. et récemment, cette docteure euh, Ah, qui avait effroyable. travaillé 26 heures ou je sais pas combien, enfin bon, quelque chose, et qui voulait juste se reposer. Le fait que tant de femmes descendent dans la rue aussitôt avec des hommes aussi, mais je trouve ça, rien ne peut Mhm. arrêter ça. C'est c'est- Exactement. c'est là, et la douleur, la colère. Euh, alors qu'en face, il y a une espèce de passivité, d'inertie ou carrément de cruauté. Mm. C'est, Non, la colère comme moyen comme moteur de changement social. Je pense on en voit partout, puis c'est dans des situations extrêmement difficiles où les femmes se mettent ensemble, se lèvent debout, puis réclament par elles-mêmes oui, puis une colère qui se un transforme, changement. qui dans la pratique même de cette colère se Oui. transforme en compréhension. Mhm. Et puis, je veux dire, la lutte rend malin au sens où on comprend mieux. Tiens, bah tiens, on va faire. Tiens, celui-là, celle-là, c'est tiens, si on penche comme ça, on va faire ça. Pour revenir aussi à la question que vous me posiez, Léa, je pense, pour moi, comprendre comment ça se passe est très libérateur. Mm. Comprendre Ben, que les écoutez, je pense mécanismes, qu'on ça a libère comme beaucoup. tous, les trois ensemble, là, on a ce lien-là. Ouais. Moi, on est tous sensibles à ces inégalités, puis à un certain moment donné, la colère vient, mais on a besoin de comprendre. Ça, je pense Mhm. que c'est un Il faut lien qui nous... comprendre. Ouais. Moi, c'est ce Comprendre, que, mais quand vous disiez, pas excuser, Mhm. mais comprendre non, les non, pas mécanismes. comprendre, Mm. expliquer, parce que quand vous me posiez la question d'optimisme, ça, je pense que quand je comprends comment les choses se passent, pourquoi ça s'est posé, je trouve ça libérateur au sens où je suis pas justement
un sentiment d'impuissance ou écrasé mais ça me tombe sur la tête, je comprends même pas. Il y a quand même en ce moment, c'est très très décourageant ce qui se passe en ce moment. Mhm. C'est quand même, on est bon. Et donc de garder ça, de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc ça ne veut pas dire que je suis joyeuse. Il n'y a pas de Mhm. quoi être joyeuse, mais je suis pas. Je peux être avoir le sentiment, mais vraiment, mais comment on va sortir de là? Mais en même temps, il y a, oui, ça résiste, quoi. Mhm. C'est Parce ça, que c'est plutôt, voilà. puis ça m'amène à conclure avec une citation que vous faites dans Programme de désordre absolu, une citation de Frantz Fanon, où il dit la décolonisation, qui se propose de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu, d'où le titre de votre livre. Et il dit le désordre n'est pas le chaos, mais la remise en cause de ce que les puissants appellent l'ordre du monde. Puis on voulait vous remercier de tout faire pour Mhm. changer cet ordre du monde. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'était une conversation, ma foi, Merci passionnante. beaucoup. Merci pour votre Merci colère. beaucoup. Elle est très inspirante, d'ailleurs. Continuez d'être en colère, Merci. Françoise Vergès. Merci. Merci. À Merci. bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Bye bye. Au revoir. Parfait, super. Moi, je dois aller Merci enseigner, mais beaucoup. merci infiniment, c'est un plaisir. Puis on se tient au Merci. courant, on vous l'enverra quand ça sera publié. Puis oui, puis si le livre, ben Très écoutez, bien. il faut que ça sorte, il faut que vous veniez à Montréal, il faut une tournée, quelque chose, là. On vous organise une tournée, D'accord, Oui, d'accord. oui. Françoise. Bah, écoutez, on Pourquoi verra pas? ça. OK. Dès que vous venez à Montréal, Oui, oui. on organise avec sa femme. D'accord. Là, c'était pas Merci. possible pour le fandom, pour des tas de Ah non, raisons. mais je suis pas au courant de ça, là, mais en Mais tout cas, désolée de... bientôt. Bye. Très Parfait, bye bien. À bye, bientôt. merci. Au revoir et merci.